Bonjour, bienvenue à tous, vous êtes sur Fréquence Populaire, vous y êtes bien, c'est une chaîne de réinformation que vous plébiscitez maintenant. C'est aujourd'hui le nouvel épisode de l'Œil de Kousma et il est particulièrement copieux compte tenu des innombrables événements internationaux dans le cadre de ce chambardement du monde que nous essayons d'analyser au fil de l'eau pour vous, mais aussi des événements nationaux également très nombreux. Alors, avant que de commencer, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné à notre chaîne YouTube et si par hasard vous l'êtes déjà, s'il vous plaît, essayez de voir notre fil Telegram ainsi que notre compte TikTok et de vous y abonner également. Pourquoi? Eh bien parce que cela nous permet d'être plus indépendants et de ne pas dépendre d'une seule plateforme et donc de pouvoir continuer à vous informer, quelles que soient les circonstances et quels que soient les problèmes qui pourraient éventuellement survenir. Allez, on y va. Et la première chose dont je voudrais vous parler, c'est du jeudi 29 mai qui vient. Pourquoi ce jeudi 29 mai? Eh bien parce qu'il y a très exactement 20 ans, le 29 mai, se tenait le dernier référendum que la France a connu, à savoir le référendum sur l'acceptation ou la non-acceptation par les Français du traité constitutionnel européen, le TCE. Comme vous le savez, il y a 20 ans, malgré une offensive médiatique massive pour le oui, malgré une offensive politique de quasiment l'ensemble des partis de France, en particulier ceux de gouvernement, malgré quelques, évidemment, braves qui s'opposaient, en tout cas médiatiquement et politiquement, c'était un oui, oui, oui. Et attention, si le peuple votait non, on menaçait le pays de tous les malheurs. Et bien malgré cela, le peuple s'est accaparé ce traité constitutionnel européen. Pour ceux qui ont fait la campagne, ils s'en souviennent, c'était très surprenant. Bien sûr, il y avait Attaque qui était menée à l'époque par Jacques Nikonov. Bien sûr, il y avait le Parti communiste. Bien sûr, il y avait l'aile gauche du Parti socialiste, entre autres Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il y avait aussi le Rassemblement national, qui à l'époque s'appelait le Front national, qui militait pour le non. Mais c'est aussi un moment où les citoyens se sont par eux-mêmes approprié ce traité constitutionnel européen. Les libraires étaient surpris de voir des piles de cet ouvrage insipide, incompréhensible, et écrit à dessein pour être incompréhensible, et bien être acheté par les Français, y compris dans les plus petites bourgades de France, être lu, et que des dizaines, que dis-je, des centaines de réunions publiques ont été organisées, parfois spontanément, pour comprendre de quoi il en retournait. Et en fait, le peuple, contrairement à ce que pensent certains politiciens, a une forme d'intelligence que ne comprennent pas ceux qui le dénigrent. Le peuple avait bien compris que quelque chose se jouait et qu'il y a, dans ce traité constitutionnel européen, comme son nom l'indiquait, eh bien c'était peut-être la fin de la nation française qui se jouait. Et malgré cette pression politique et médiatique, eh bien le peuple a voté à 54% non, ce qui en soi est massif dans le système politique français. Alors vous connaissez la suite. En 2008, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a réuni le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, à Versailles, pour faire accepter le traité de Lisbonne, qui était une quasi-copie conforme du traité constitutionnel européen, et de s'asseoir sur la volonté du peuple exprimée par voie référendaire. Or, comme vous le savez, l'article 3 de la Constitution de notre pays, sous le titre général de la souveraineté, eh bien, stipule que la souveraineté appartient au peuple, qui s'exprime par ses représentants, les élus, entre autres les députés et les sénateurs, ou par voie référendaire. Voilà. Cette fois-ci, la voie référendaire n'a pas été écoutée, et depuis 20 ans, nous n'avons plus de référendum, par peur de ceux qui sont au pouvoir, de le perdre, ce référendum. D'ailleurs, c'est les référendums
dans toute l'Union européenne, proposés par l'Union européenne, ont été perdus, que ce soit en Grèce, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit au Royaume-Uni et ailleurs. Eh bien, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans cette Union européenne qui ne convient pas au peuple, qui se fait même contre les peuples. Et donc, ce jeudi 29 mai, le parti République souveraine, que j'ai présidé pendant 5 ans, mais que je ne préside plus, eh bien, organise une journée eh bien, de commémoration, de célébration aussi du vote populaire pour le non, c'est-à-dire contre le traité constitutionnel européen. Mais l'idée n'est pas que de revenir sur le passé voilà, et de se morfondre, mais de se relancer et de penser l'alternative, comment reconquérir la souveraineté de la nation, comment reconquérir la souveraineté populaire, qui n'est rien d'autre que la démocratie. Et nous parlerons, bien évidemment, dans cette journée, seront abordés les sujets tels que eh bien, la fédéralisation rampante qui a lieu en ce moment même à l'Union européenne. Vous ne le savez peut-être pas, mais en l'année 2023 a été une grande année démocratique. Peut-être l'année la plus démocratique qu'aient jamais connue les pays de l'Union européenne. Je vous apprends quelque chose. Eh bien, moi aussi, j'ai appris cela en lisant Faut-il être fou le 24 décembre 2023, avant de préparer Noël. Eh bien, le 24 décembre 2023, je me suis penché sur le site de l'Union européenne. Oui, vous n'avez pas que ça à faire, mais voyez-vous. Et c'est ce jour-là qui a été choisi par l'Union européenne pour publier un article en première page, parlant de ce moment démocratique. C'est intéressant. Et donc, l'Union européenne a organisé dans tous les pays de l'Union européenne des panels citoyens. Comme Emmanuel Macron en France, vous savez, les panels pour l'écologie, les panels pour l'agriculture, les panels pour ceci et cela, les panels avec les gilets jaunes, bref, des panels pour contourner les institutions et pour contourner surtout le peuple. Donc il y a eu ici et là des panels, une quarantaine de Grecs, 50 Slovaques, 200 Français, 300 Espagnols, que sais-je. Et eh bien, il y a eu des réunions partout, dans tous les pays de l'Union européenne, des panels citoyens. C'est cela que l'Union européenne appelle le plus grand moment démocratique. Et cette même Union européenne qui disait par son président précédent, Jean-Claude Juncker, qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens, eh bien, cette Union européenne, par le biais de ces panels, a dit, eh bien, les panels citoyens sont d'accord. Ils sont d'accord, tous. Les Slovaques, les Grecs, les Français, les Allemands, les Italiens, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord et trouvent que ce qui a été proposé par le Parlement européen, c'est vraiment une très bonne idée. Et qu'est-ce qu'avait proposé le Parlement européen en novembre 2023 et dont vous n'avez pas entendu parler, puisque ces choses-là, évidemment, on ne le dit pas au peuple, on en parle à des panels de citoyens choisis à dessein. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, il s'est passé la chose suivante, c'est que le Parlement européen a proposé qu'il n'y ait plus l'unanimité dans les décisions prises par les États membres au Conseil européen. Jusqu'à maintenant, chaque État conservait une forme de souveraineté par le biais du veto qu'il pouvait appliquer à toute décision qui aurait été prise ou proposition prise par la Commission européenne. Or, voilà que le Parlement européen dit non, il faut une majorité qualifiée. Ce qui veut dire, en termes clairs, la fin de toute indépendance nationale des différents pays européens. Alors certains pays s'y sont opposés, comme la Hongrie, évidemment, qui a été critiquée abondamment en fascisme, alors que, en l'occurrence, défendait juste la souveraineté de son pays, ce qu'on aurait aimé entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais qu'on n'a pas pu entendre, puisqu'Emmanuel Macron, lui, depuis qu'il a été élu, veut faire la souveraineté européenne. On ne peut pas faire la souveraineté européenne si on ne la fait pas contre la souveraineté de la France. Donc c'est normal que M. Emmanuel Macron n'ait pas défendu le pays qu'il préside. Donc voilà, et puis l'autre proposition était d'étendre les pouvoirs de la Commission européenne
pour qu'elle ait des pouvoirs exécutifs, alors que ce n'est pas le cas, mais même si Madame von der Leyen se comporte comme si elle était présidente de l'Union européenne, eh bien, avoir des pouvoirs exécutifs supplémentaires dans les domaines les plus régaliens. L'international, la diplomatie, la défense, la sécurité. Autant dire que ce serait la fin des États. Bon. Mais en dehors de cette résolution du Parlement européen, en dehors de ces panels citoyens, eh bien, dans la quasi-totalité des pays européens, ont été votés depuis, et la France quasiment en premier, dès le 29 novembre 2023, de nuit, hein, sans en parler, une résolution entérinant la proposition du Parlement européen. Donc ça a été accepté par l'Assemblée nationale française. S'y était opposé le Rassemblement national, la France insoumise et Dupont-Aignan, qui à l'époque était encore député. Bon. Les autres l'ont accepté, donc cette résolution a été acceptée. Les gens diront que ce n'est qu'une résolution, ce n'est pas une loi. Mais voilà, c'est la politique des petits pas de l'Union européenne, qui dans cet article du 24 décembre 2023 disait, eh bien, cet accord général créerait un moment constitutionnel, c'est-à-dire un moyen absolument non respectueux des constitutions des États membres pour contourner ces constitutions et faire une Europe fédérale. Donc voilà, dans cette journée du 29 mai, eh bien, ensemble, à l'invitation de République souveraine, eh bien, nous penserons les outils pour lutter depuis la France contre ce fédéralisme européen, mais aussi nous réunirons à partir de ce jour-là, eh bien, le travail commun dans toute l'Europe, que ce soit en Irlande, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en Slovaquie, de citoyens européens qui non plus ne veulent pas cela, mais qui veulent continuer une coopération européenne, mais pas sous une forme de dictature soft de Bruxelles, mais sur un projet européen qui ressemblerait plus à ce que le général de Gaulle proposait avec le traité de l'Élysée, c'est-à-dire un rassemblement de pays qui ont une histoire en commun, les Européens, mais où chaque État membre conserverait en dernier ressort sa souveraineté. Donc voilà, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve le 29 mai parce que nous y serons avec Fréquence Populaire. Alors, nous ne diffuserons pas cette journée sur notre chaîne. Ça nous a été demandé par République souveraine. Donc nous ferons un reportage. Ça nous permettra d'interviewer un certain nombre d'intervenants extraordinaires qui seront là, qui montrent la qualité de l'organisation de cette journée. Pour le moins, il y aura Emmanuel Todd, Marcel Gauchet, Jacques Sapir, Henri Guénaud, François Coq, qui encore les noms, bien sûr, Zoé Constantopoulou, puisque je vous ai dit que ce serait une discussion avec aussi les Européens. Zoé Constantopoulou, que nous sommes allés interviewer au Parlement grec il y a quelque temps avec Pedro, eh bien Zoé Constantopoulou sera là pour porter son message d'opposition populaire, de défense de la souveraineté nationale grecque, de la défense de la souveraineté de la démocratie du peuple grec, mais unie avec les Français, unie avec les Allemands, unie avec les Espagnols, contre cette dictature qui nous vient de Bruxelles. Venez, il reste encore des places, c'est une très grande salle, donc il y a moyen de venir écouter ces débats, et puis aussi de nous rencontrer. Ça sera une occasion, puisqu'il y aura en parallèle la possibilité de boire des coups, et surtout à la fin de cet événement, vous avez en bas, juste en dessous de cette vidéo, le lien pour vous inscrire et la billetterie pour prendre une place ou prendre plusieurs places, puisque vous pourriez venir avec vos amis et vos familles. Voilà, donc c'est important, puisque ce sera un jour où on défendra notre vision de l'Europe, une Europe des nations souveraines contre une Europe des diktats de Bruxelles. À très bientôt. Eh bien, ça permet de basculer immédiatement sur le second sujet, qui est aussi un sujet européen, c'est celui de la Roumanie.
puisque se sont tenues des élections récemment, des élections en Roumanie, en Pologne et au Portugal, eh bien, qui ont montré le même mouvement de déni, de défi plutôt du peuple face au déni de démocratie dont il fait face au refus des dictats atlantistes, face à une inquiétude par rapport à la crise économique qui frappe l'ensemble de l'Europe. Et eh bien, je m'intéresserai particulièrement là aujourd'hui sur le cas roumain. Je vous invite à regarder l'interview et discussion que j'ai faite avec François Coq, qui analyse très très bien et finement qu'est-ce qui se passe de manière globale dans l'Union européenne et comment et pourquoi les gouvernements de l'extrême centre, centre-gauche, centre-droit, centre-moumou, qui se succèdent au pouvoir depuis 40 ans, eh bien, ont de plus en plus de mal à continuer à conserver ce pouvoir, et qu'ils sont obligés de faire des coalitions souvent incompréhensibles pour continuer les politiques européistes imposées par Bruxelles contre les volontés de leur peuple. Il faut justement savoir que l'élection en Roumanie s'est faite dans un contexte d'épuisement du peuple roumain par rapport à la coalition improbable qui était au pouvoir, une coalition qui menait les politiques néolibérales voulues par Bruxelles. Une coalition gauche-droite, centre, absolument incompréhensible. Et comme vous le savez, c'est là que, en 2024, fin 2024, a émergé, pour l'élection qui devait se tenir en 2024, pas en 2025, en 2024, l'élection présidentielle, a émergé un candidat du nom de Georgescu. Bon, il est sorti de nulle part, candidat dit d'extrême droite, sorti de nulle part, et il est arrivé premier au premier tour de cette élection présidentielle. Il y avait de très très fortes chances qu'il gagne l'élection présidentielle. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, qui n'était encore jamais arrivé. À ce point, je veux dire, dans le déni démocratique dans l'Union européenne, l'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel de Roumanie au titre que le candidat Georgescu aurait été un sous-marin de la Russie et que la Russie aurait perverti ces élections en faisant une ingérence massive dans ces élections, en particulier par TikTok. Une enquête a été menée. Pour le moment, les conclusions publiques qui ont été rendues ne montrent rien de cet ordre-là. Et ça montre même que le pouvoir en place avait payé TikTok pour faire une campagne de promotion sur son parti, sur les réseaux sociaux, mais aussi d'inscription sur les listes électorales. Et plein de jeunes sont inscrits sur les listes électorales et ça n'a pas bien servi le pouvoir en place. Donc, annulation de l'élection. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis, un peu plus tard, le Conseil constitutionnel de Roumanie a invalidé la candidature de Georgescu. Alors, il a fallu trouver un autre candidat. Ce candidat, ça a été George Simion, qui a affronté Nisour Dan, le maire de Bucarest, et qui était le candidat favori des européistes. Et donc, ce George Simion avait la particularité d'être d'extrême droite, sur les valeurs, mais de ne pas être critique en particulier envers l'OTAN. Et c'est important pour les européistes, car en bon vassalisé à l'OTAN et à Washington, eh bien, la plus grosse base de l'OTAN est en voie d'achèvement, de construction en Roumanie. Eh oui, au plus près du front ukrainien. Et hors de question que sorte un candidat comme Georgescu qui remettait en cause l'OTAN et la guerre en Ukraine. Donc arrive l'élection présidentielle et George Simion est très très favorisé dans les sondages. Et d'ailleurs, le 4 mai 2025, premier tour, George Simion sort avec 40,96%. 41%. Bon, dès le premier tour. Et Nisour Dan, lui, sort avec 20,99, 21%. 20% d'écart entre les deux. C'est colossal. Tout prédisait une victoire de George Simion.
ça n'allait pas du tout, à Bruxelles, ni à Emmanuel Macron. Et vote du 18 mai. Et qu'est-ce qui se passe le 18 mai? Eh bien, au soir, à 21h, les premières estimations donnent Georges Simeone vainqueur à 52% et le candidat européiste, M. Dan, à 48%. Catastrophe. Mais voilà que, dans la nuit, par un prompt renfort, eh bien, le candidat de l'Union européenne, Nikos Orban, gagne contre Georges Simeone. Alors Georges Simeone était tellement sûr d'avoir gagné que, justement, le soir, il avait déclaré: «Nous revendiquons la victoire et remercions les Roumains». Et il avait dit: «C'est aussi la victoire de Călin Georgescu». Bon, patatras, il a perdu à la fin. Ça ressemble un peu à l'élection en Moldavie où, pour l'élection présidentielle, la candidate favorite de l'Union européenne, eh bien, avait perdu le soir aux élections, mais le vote des Moldaves de l'étranger lui était arrivé favorable pendant la nuit et elle l'avait emporté pareillement de pas grand-chose. Ouf! L'Union européenne était sauvée, le candidat du mal n'avait pas triomphé. Bon, ça a passé déjà mal, mais voilà que Pavel Durov, le patron de Telegram, qui avait été arrêté cet été, vous vous souvenez, sûrement à la demande de Emmanuel Macron, pourtant qu'il avait beaucoup caressé dans le sens du poil. Hein. Emmanuel Macron aime beaucoup les multimilliardaires de la tech, il avait même naturalisé français. Eh bien, Pavel Durov s'est au moins et au minimum vengé d'Emmanuel Macron et peut-être a révélé quelque chose de très très grave, puisque Pavel Durov, publiquement, a déclaré, en disant ensuite qu'il était prêt à témoigner devant une commission, a-t-il des preuves, n'a-t-il pas de preuves, eh bien que durant l'été, il avait rencontré le patron de la DGSE française, et que celui-ci lui avait demandé eh bien, de pousser le candidat de l'Union européenne sur les fils Telegram lors des élections. Durov, qui est lui aussi un libertarien, a refusé. Donc on ne sait pas, c'est parole contre parole, parce que immédiatement derrière, le Quai d'Orsay a déclaré que ceci était un faux et que Durov mentait. On entend même maintenant dire du côté de l'Élysée qu'il faudrait peut-être interdire le Telegram en France. Donc encore une fois, c'est parole contre parole, mais malheureusement, il y a quelques indices qui vont dans le sens de Durov. Premièrement, l'indice de eh bien, Madame Valérie Hayé. Oui, Valérie Hayé. Vous vous souvenez, Valérie Hayé, c'est la candidate, la chef de file d'Emmanuel Macron pour les élections européennes. Encore moins efficace que Madame Loiseau, si c'était possible, mais Madame Valérie Hayé, publiquement, a déclaré plusieurs fois, entre autres le 10 mai 2025, donc après le premier tour, hein, entre les deux tours des élections en Roumanie, elle a déclaré publiquement sur France Info « Je ferai tout, j'utiliserai tout mon pouvoir pour faire mobiliser les réseaux roumains hors de Roumanie pour qu'ils votent pour le candidat de l'Union européenne. Il est hors de question que le candidat de l'Union européenne perde les élections. » Ça, c'est pas une belle ingérence. On se demande ce que c'est. Et puis on sait aussi que au moment où Călin Georgescu avait été invalidé, eh bien c'est l'ambassadeur de France qui était allé voir le président du Conseil constitutionnel roumain, un peu avant. Alors, on se demande encore en quoi un ambassadeur a besoin de voir le président du Conseil constitutionnel d'un pays. Bon. Donc ce sont des faisceaux qui ajoutés à l'ingérence, là encore, directe de la Commission européenne, qui, comme en Moldavie, a dit que si c'est le bon candidat, le candidat du bien, c'est-à-dire le candidat de l'Union européenne qui gagne, alors là, il y aurait beaucoup d'investissements de l'Union européenne. On enverrait beaucoup d'argent. Mais attention, si c'est pas le candidat de l'Union européenne qui gagne, alors là, après sur les doigts. Encore une ingérence. Je parle là des ingérences ouvertes. Ce que Durov dénonce, c'est des ingérences cachées. C'est la même
qui avait conduit à l'invalidation de Georgescu en tant que candidat et à l'annulation des élections. Vu ce qu'a dit Durov, on aurait pu se dire que le Conseil constitutionnel, respectant la démocratie et ne trouvant pas supportable l'ingérence d'un pays tiers dans ses élections nationales, eh bien, annule à nouveau l'élection et invalide le candidat qui aurait reçu le soutien de la France, en l'occurrence M. Dan. Eh ben, voyez-vous, il n'en a rien été, puisque les lois s'appliquent différemment en fonction que vous soyez pro-Union européenne, pro-Commission européenne, ou que vous soyez contre la Commission européenne. Donc, on a un cas d'école. Et c'est pour ça que cette journée dont je viens de vous parler, du 29 mai, est importante, non seulement pour la commémoration, mais que c'est maintenant. C'est maintenant que les peuples en Europe vont lutter pour défendre leur souveraineté, c'est-à-dire la démocratie, ou la perdre. Parce que si on a encore 2 ou 3 opérations de ce genre, la démocratie ne signifiera plus rien. Et on aura de plus en plus ce qui se passe en France depuis le rejet du référendum de 2005 par la classe politique, eh bien, un désamour de la politique, de moins en moins de citoyens qui participent, de moins en moins de respect des institutions, de moins en moins de respect des journalistes, et donc une société totalement fracturée. Donc le cas roumain, extrêmement important, et qu'il faudra suivre, puisque les accusations de Durov sont toujours là. Encore une fois, je vous invite à aller regarder l'émission avec François Coq pour plus de détails d'analyse sur ce qui se trame et pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pourquoi est-ce qu'il faut cette ingérence concrète, réelle de l'Union européenne pour faire triompher les candidats du centre droit, centre gauche, centre, extrême centre, c'est-à-dire les tenants du néolibéralisme, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à transférer la souveraineté de leur nation vers Bruxelles, ceux qui sont atlantistes, donc ceux qui ne veulent rien faire dans leur pays que exécuter les ordres de Bruxelles et de Washington, comme Macron en France, eh bien, on analyse dans cette émission comment et pourquoi on en arrive là. Il y aura plus de détails que ce que je viens de vous apporter ici. L'autre sujet fondamental au niveau mondial, c'est les négociations entre la Russie et l'Ukraine, qui en fait sont un point de blocage, et l'escalade militaire qui s'ensuit, malgré qu'une petite porte de négociation ait été ouverte à Istanbul. Il y a eu également l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et il faut disséquer tout cela pour comprendre ce qu'il se passe. Pour le faire simple, il ne se passe rien. En fait, rien ne change et tout continue comme avant, ou quasiment comme avant la prise de pouvoir de Donald Trump. Il n'y a pas eu d'effet Donald Trump, il n'y a pas eu de résolution du conflit en 24 heures, comme il le promettait pendant la campagne, pas plus qu'il n'y a eu de résolution du conflit au bout de 3 mois, et pas plus qu'il n'y en aura avec les propositions faites par les États-Unis, entre autres celle d'un cessez-le-feu de 30 jours, sur lequel ont embrayé évidemment les Européens et Zelensky à Kiev. Alors, pour ceux qui suivent le dossier, les Russes, depuis des mois, si c'était au moins 1 an, disent qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu de 30 jours. Il n'y aura pas de cessez-le-feu de 30 jours, ils l'ont dit de toutes les manières possibles et imaginables, ad nauseam, de Vladimir Poutine jusqu'au dernier sous-fifre de la Douma, en passant par le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, Medvedev à sa manière trumpesque, aux différents réseaux proches de l'armée russe qui pouvaient s'exprimer, il n'y aura pas de cessez-le-feu de 30 jours. Donc, il y a une forme de bizarrerie à pousser à ce cessez-le-feu qu'une des parties une partie des belligérants ne veut pas. Et pourquoi les Russes ne veulent pas de ce cessez-le-feu ? Alors, la raison est simple, c'est que la Russie a actuellement toutes les cartes en main. Et qu'il serait complètement absurde pour la Russie de cesser les combats alors qu'elle gagne militairement, que son économie n'est pas effondrée, contrairement à ce qu'espérait
les pays de l'OTAN. Au contraire, elle progresse. Que diplomatiquement, tout va parfaitement bien, puisque les BRICS progressent. Et on pourrait même dire que les BRICS se sont renforcés et se renforcent de manière accélérée grâce, quelque part, à la guerre en Ukraine. Et le fait que la Russie arrive à résister à 37 pays coalisés, ceux de l'OTAN, qu'elle arrive à avancer, à marquer des points. Alors quand je dis qu'elle arrive à résister, c'est d'abord sur le terrain, puisqu'elle ne se bat pas que contre l'Ukraine, mais contre les Ukrainiens et l'aide militaire de l'OTAN, le renseignement militaire, le conseil stratégique militaire, mais qu'elle résiste aussi sur le plan économique. Et ça a donné des ailes à certains qui veulent se démarquer de la domination hégémonique occidentale, et en particulier des États-Unis. Voilà, donc les positions des Russes sont les suivantes, c'est que donc ils ont les cartes en main, et l'autre chose, c'est que ils ne font pas confiance aux Occidentaux. Alors c'est vrai que c'est brutal de le dire comme ça, et évidemment, ça ne manquera pas d'apparaître pro-russe à certains, mais pourtant, c'est la réalité à qui suit la géopolitique mondiale, très clairement exprimée par de nombreux géopoliticiens américains et par les géopoliticiens dans à peu près tous les pays du Sud global, qui observent, sans avoir de parti pris d'ailleurs, entre Ukrainiens et Russes, mais qui observent l'affrontement titanesque entre la Russie et l'OTAN. Or, avec la sortie du traité des missiles balistiques, avec George W. Bush Jr., avec la sortie des traités INF sous Donald Trump, avec le non-respect des accords de Minsk II, comme l'ont révélé François Hollande et Angela Merkel, avec le refus des négociations proposées par les Russes en novembre 2021 aux Américains, avec, si on remonte à 2014, le rejet de l'accord signé et avec le pouvoir en place du président Yanukovych, que les Européens avaient garanti, hein, à l'époque c'était Monsieur Fabius, qui avait garanti cet accord qui a été rompu dans les 48 heures, sous la pression des ultranationalistes ukrainiens et de la CIA, qui fomentait un coup d'État maintenant, comme on le sait, de manière parfaitement documentée, en Ukraine, profitant du mouvement populaire de Maïdan. Et les Russes ne font pas confiance. Ils font pas confiance. Et cela remonte encore plus loin, c'est les promesses qui ont été faites de non-extension de l'OTAN. Et donc les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu de 30 jours, et leurs exigences pour une négociation globale sont extrêmement dures, en particulier extrêmement dures pour l'Ukraine, et impliquent de facto une capitulation et une défaite de l'OTAN, puisque les négociations pour les Russes ne commenceront que lorsque l'Ukraine aura accepté, enfin Kiev aura accepté le retrait des 4 oblasts occupés et des parties que la Russie n'a pas encore réussi à conquérir, incluant des villes comme Zaporizhzhia et Kherson, c'est pas rien. L'acceptation de la démilitarisation, c'est-à-dire que l'Ukraine n'est pas une armée en mesure de la menacer. L'acceptation de la dénazification, c'est le terme utilisé par les Russes pour éliminer ou contraindre d'une manière sévère tous ceux qui se réfèrent positivement à l'idéologie nazie ou au bandérisme, et à tous ceux qui sont, pour certains Ukrainiens, des héros, dont certaines rues, bâtiments, stades portent leur nom. Évidemment, on pense à Bandera ou à Choukevitch, ou à ceux qui ont servi dans le Hun. Bon, c'est évidemment là aussi une clause pas du tout acceptable par Kiev, et bien évidemment la levée des sanctions et la restitution des avoirs russes gelés. Bon, là on est... il n'y aura pas ça, et les Russes refusent d'avoir 30 jours d'arrêt des combats qui permettraient à l'Ukraine de se renforcer pour commencer des négociations. Bon. On ne parle pas le même langage entre Européens, Ukrainiens et Russes, donc ça ne peut pas aboutir. Ce qui fait que les Russes, eux, visent une extension maximum qui pourrait aller jusqu'au Dniepr, c'est-à-dire tous les territoires qui se trouvent à l'est du Dniepr, incluant des villes comme
eh bien Kharkov, comme Soumy, comme Poltava, comme Dnipropetrovsk, mais également la prise de l'autre côté, du Dniepr, enfin, en tout cas dans son delta, des villes de Mykolaïev et de Odessa, la deuxième ville la plus importante, enfin, c'est la troisième ville en nombre de population, puisque Kharkov est la deuxième ville d'Ukraine, mais la deuxième ville économique principale d'Ukraine, l'ouverture sur la mer. Et c'est là qu'on se dirige, avec d'ailleurs une étonnante situation où l'intransigeance des Européens qui n'arrivent pas à accepter la réalité de la situation militaire, ni à accepter la réalité de l'inefficacité des sanctions occidentales, heu, leur intransigeance continue à soutenir l'Ukraine, eh bien, donne des arguments à la Russie dans ses discussions avec les États-Unis, heu, pour dire: «Bah, nous, non, vous ne contrôlez pas vos vassaux, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Puis de toute façon, Zelensky, nous ne le considérons pas comme légitime. Il n'est plus élu. Si on signe quoi que ce soit avec lui, dès qu'il y aura une élection, Heu on pourra dire que ça ne vaut rien puisque Zelensky n'était plus président. Et oui, les Russes exigent avant toute négociation qu'il y ait des élections, en Ukraine. Donc vous voyez, c'est complètement intriqué, il n'y a aucune chance de s'en sortir et donc les Russes vont continuer. Et d'ailleurs, avec la mobilisation, de volontaires massive, entre 30 et 40 000 volontaires par mois, une réserve maintenant de 700 000 soldats qui sont massés sur le front, des regroupements de troupes de 50 000 hommes du côté en Russie, en direction de Soumy et de Kharkov. On l'a vu avec les vagues d'attaques de missiles et de drones qui visiblement sont en stock, hein. Tout ce qu'on nous a dit pendant 3 ans sur la fin des stocks russes est évidemment absurde. Eh bien, ces attaques massives de missiles, sont une préparation, une offensive qui, en fait, a déjà commencé puisque, on a des villes comme Pakrovsk, Kramatorsk, Slaviansk qui commencent, à être pas encerclées, mais enfin pour Pakrovsk si, quasiment encerclées. En tout cas, des troupes se dirigent par là. Vers Zaporijia, il y a une poussée de plusieurs, de quasiment 10 kilomètres, dans cette direction. Les Russes sont même rentrés dans la région de Dnipropetrovsk et du côté de Soumy, eh bien, les Ukrainiens ont bien compris ce qui se passe puisqu'ils ont, demandé que 202, villages et bourgs soient, vidés de leur population. Des Ukrainiens quittent même Soumy, et Kharkov. Donc la guerre, va continuer et a priori, je pense, comme John Mearsheimer, que malheureusement, le conflit se réglera par les armes et qu'il n'y aura pas d'autres évolutions. Et le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien, met je crois, marqué Donald Trump. Vladimir Poutine en est sorti très, très content. D'ailleurs, le Kremlin lui-même a communiqué très rapidement, une demi-heure après, en disant qu'en gros, ils ont expliqué à Trump la situation et que, voilà, il y aurait peu de choses à en attendre, sur ce que recherchait, Donald Trump. Et Donald Trump comprend bien, en fait, la situation. C'est que même avec l'aide américaine massive apportée sous Joe Biden, l'Ukraine a perdu et que, la Russie n'a pas été pliée sur le plan économique et que de toute façon, l'Ukraine va perdre. Et il ne veut pas perdre de guerre et il veut que ce soit la faute, de Joe Biden, des Européens. Et donc la réalité de ce qu'il se passe depuis ce coup de fil, eh bien, c'est un retrait de Donald Trump. Et ça va à ce point de retrait de facto des États-Unis que les États-Unis rejettent l'inclusion d'un soutien explicite à l'Ukraine dans le prochain texte du G7. Heu heu, Donald Trump parle de rencontres rapides avec, Vladimir Poutine. Bon, en réalité, il n'y aura pas de rencontre, hein, c'est monsieur Peskov, le porte-parole du Kremlin qui l'a dit. Il n'y aura pas de rencontre, prévue rapidement, point. Parce qu'il n'y a pas encore de situation de discussion globale
tels que les attendent les Russes, et que tout cela doit être d'abord discuté par des équipes des 2 pays qui se rencontrent et qui gèrent les détails, règlent les détails. C'est pour ça que la proposition de Zelensky de rencontrer Poutine était absurde, personne ne fait ça. Les chefs d'État se rencontrent une fois que tout a été négocié. On vous avait rendu compte à l'époque à Kazan de la rencontre entre M. Modi et Xi Jinping, qui ont mis fin lors d'une réunion juste la veille du sommet des BRICS de Kazan. Ils ont mis fin au conflit frontalier qu'ils avaient entre les 2 pays sur l'Himalaya. Bon, ils n'ont pas décidé à cette réunion. Ils sont venus à cette réunion pour serrer la main, faire la photographie, signer le papier, mais ça faisait des mois que des équipes discutaient. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune chance que dans l'état actuel, évidemment, Vladimir Poutine rencontre Donald Trump, et encore moins Zelensky, qu'il ne considère d'ailleurs même pas comme président de l'Ukraine. En tout cas, plus comme président légitime. Les États-Unis n'envoient pas, envoient ce qui a été promis lors du dernier paquet de 60 milliards voté au Congrès des États-Unis sous Joe Biden. Ça se limite à ça. En fait, ils se retirent, ils ont d'autres objectifs. Donald Trump veut vraiment réaliser son pivot, le pivot pacifique qui a été déjà initié sous Barack Obama, et il ne veut plus de cet enlisement en Ukraine, qu'il a bien compris comme étant un enlisement. Alors, on entend Donald Trump dire des choses contradictoires. Récemment, après le bombardement massif qui est tombé entre autres sur Kiev, et les 13 morts civils qui s'en sont suivis, Donald Trump a dit oh, que Vladimir Poutine est fou. Oh, pourquoi il fait ça? Je ne suis pas d'accord, c'est pas bien de bombarder, il est fou. Bon. En fait, Donald Trump a des positions qui ont l'air contradictoires. Pourquoi? Eh bien, parce que il fait face à une fronde interne. Une fronde interne au bloc occidental et une fronde interne dans ses propres équipes. Parce que Donald Trump a commis la même erreur, en tout cas, en fonction de ce que lui veut faire, de choisir des équipes qui entraînent l'adhésion du Sénat et du Congrès républicain, mais qui impliquent d'avoir dans ces équipes des néoconservateurs, qui, eux, veulent continuer la guerre, qui veulent continuer le soutien à l'Ukraine, qui veulent d'ailleurs que les États-Unis restent une puissance hégémonique dominante. Bon. Alors que Trump, lui, va vers la multipolarité. Pardon. On a là un combat en interne. Je pense par exemple à des gens comme le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, ou l'un des envoyés pour l'Ukraine de Donald Trump, le général Kellogg. Kellogg est un néoconservateur absolu. Mais on a récemment plusieurs congressmen ou sénateurs américains. Je pense par exemple à Bacon, ancien général de l'armée de l'US Air Force, qui a dit que ce n'est pas possible, que cette position est inadmissible, qu'elle n'est pas morale, qu'il faut soutenir massivement l'Ukraine, qu'il faut défaire la Russie. Lindsey Graham, l'inénarrable sénateur de Caroline du Sud, qui est parmi les plus va-t-en-guerre, qui était déjà en 2017 avec John McCain à Mariupol pour haranguer les troupes de marine ukrainiennes en leur disant qu'un jour ils feraient la guerre contre la Russie, qu'elle triompherait pour l'Occident. Bon, ces gens-là, autant républicains qu'ils sont, veulent la continuation de l'ordre ancien, donc l'hégémonie américaine, et veulent la continuation de la guerre. Ce qui n'est pas le cas apparemment de Donald Trump, d'où cette confusion, ou cette impression de confusion. En tout cas, clairement, il y a confusion, claire confusion, c'est drôle ça. Il y a de la confusion au niveau global de l'image que donnent les Américains au reste du monde, et ça se voit encore une fois parfaitement dans la presse géopolitique mondiale. On a également du côté européen des Emmanuel Macron, des Merz, des von der Leyen, des Starmer en Grande-Bretagne, qui, eux, sont néoconservateurs. Ils veulent la continuation du monde d'avant, c'est-à-dire un Occident dominant la mondialisation, des États européens vassalisés géopolitiquement aux États-Unis, et la défaite de la Russie par le biais de l'Ukraine. Donc, là aussi, cacophonie dans le camp occidental.
qui n'aide pas Trump et qui aide bien évidemment la Russie, et qui permet aux BRICS bien de se décoller encore plus rapidement de l'Occident. Voilà la situation où on est. Malheureusement, rien ne va changer et on est au bord d'une offensive majeure russe qui, en fait, a déjà commencé. Alors, dans le même temps, Trump a fait une énorme tournée dans le Golfe, qui, en fait, est une reprise stratégique et une rupture avec l'ordre libéral. Clairement, l'objectif principal de ce voyage était de reprendre le contrôle géopolitique du Golfe. Il faut bien comprendre le contexte, c'est que l'alliance qui dure depuis des décennies entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite était mise à mal sous Joe Biden, où la région s'est largement éloignée de Washington. On a eu un fort rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Je pense en particulier aux accords pétroliers OPEP+, qui, contrairement aux demandes de Joe Biden et des Européens, vous vous souvenez, qui demandaient à Ben Salman eh bien, de produire plus pour que les prix du pétrole baissent, afin que la Russie gagne moins d'argent et puisse moins financer la guerre, eh bien, Ben Salman et l'Arabie Saoudite s'étaient mis d'accord avec la Russie pour monter, au contraire, pour augmenter les prix en réduisant la production, donc en désobéissance flagrante aux États-Unis. Et puis, c'est un pays très conservateur, la tendance wokiste ne leur convenait pas du tout. Il y avait même une volonté d'adhésion aux BRICS, hein, ça a failli être le 10e membre de plein droit des BRICS. Finalement, ça ne s'est pas fait, on vous en a rendu compte à Kazan. Voilà. Et puis, il y a des tensions sur le nucléaire iranien, sur le Yémen. Et Trump, par son voyage, a réussi à renverser la dynamique. Il a fait 142 milliards de contrats d'armement avec Riyad, donc l'appareil militaro-industriel américain est très très content de cet accord. Donc il a également réussi à signer des accords économiques massifs avec des gens de la tech et donc des investissements d'Arabie Saoudite aux États-Unis. Donc c'est une relance, tout simplement, du partenariat stratégique États-Unis-Golfe autour du commerce, de la stabilité et de la non-intervention militaire. Et Donald Trump a été particulièrement clair sur ce sujet. Donald Trump a aussi parlé de multipolarité. En fait, il a tenu des discours à Riyad où il assume la multipolarité et la coopération pragmatique entre les États. Ce qui est en fait la position des BRICS, et ce que ne supportent pas les néoconservateurs. Donc on va là à nouveau retrouver les tensions au sein du camp occidental. À Riyad, le 13 mai, Donald Trump a clairement déclaré « La paix et le progrès viennent non pas du rejet de votre héritage, mais de son affirmation ». Donc, Trump reconnaît la spécificité de la civilisation du monde arabe. Il a valorisé force avec emphase qu'on lui connaît, la modernisation du monde arabe par Riyad ou à Abu Dhabi, et rejette l'idéologie des néoconservateurs et des ONG libérales. Voilà, multipolarité assumée, où chaque bloc régional doit contrôler sa destinée. Les États-Unis peuvent soutenir, mais sans dominer. Bien évidemment, ce discours a été fortement apprécié, et c'est de facto En fait, ce n'est pas une victoire des BRICS, c'est l'adaptation de Trump à la réalité. Et en cela, il est bien plus en avance que le nombre de dirigeants occidentaux, malgré sa propre démesure, son hubris et ses errements. De ce point de vue-là, il comprend où va le monde, ainsi que J.D. Vance. Et clairement, sa position anti-woke, anti-interventionniste, sa défense des traditions nationales, a plu aux élites du Golfe. Hein. Ils ne sont pas retrouvés avec un président américain qui vient dans ses valises leur parler de droits LGBTQI+. Donc, qui devenaient et qui sont toujours une pierre d'achoppement avec nombre de pays dans le monde qui ne supportent plus ce messianisme occidental, avec l'idée que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Donc, rejet des ingérences culturelles occidentales, c'est énorme pour un président américain, et qui, encore une fois, a été beaucoup apprécié. Alors, Donald Trump a voulu relancer les accords d'Abraham, qui est un levier diplomatique extrêmement important. Ils allaient quasiment être signés avec de nombreux pays arabes quand il y a eu le 7 octobre, et ensuite la riposte israélienne, là tout s'est effondré.
Alors, Donald Trump souhaiterait aujourd'hui élargir les accords d'Abraham, notamment avec l'Arabie Saoudite, mais le dossier palestinien reste en travers de la gorge, et c'est un blocage fondamental. Trump, et c'est pour ça que Trump a évoqué un accord à 2 États. Pour qu'un président américain, dans un pays du Golfe, évoque 2 États, c'est du jamais vu. Alors, on en est loin, hein, mais il a compris que c'est la condition incontournable pour aller plus loin avec les pays du Golfe. Et on a senti depuis une forte tension avec Netanyahou, qui, lui, de son côté, pousse à l'escalade militaire contre l'Iran. Alors que Trump cherche un accord pragmatique avec Téhéran pour faire un reset, comme il dit, des relations avec Téhéran. Il a dit d'ailleurs: «Je n'ai jamais cru aux ennemis permanents, je vais faire un accord avec l'Iran». Parce que bien évidemment, une guerre avec l'Iran serait du plus mauvais effet pour tous les pays de la région, en particulier l'Arabie Saoudite. Voilà, donc la Palestine est le point d'achoppement. Au moment même où Israël intensifie son offensive sur Gaza, on a vu toutes ces images abominables d'une guerre absurde, hein. J'ai cité le général Yair Golan, héros israélien, élu à la Knesset dans l'opposition à Netanyahou, mais héros d'Israël, blessé contre le Hezbollah, qui a servi aussi à Gaza, général de l'armée israélienne, qui a dit: on va continuer à faire une guerre où l'objectif c'est de tuer des petits enfants. Ouais, donc, on est quand même à une forte tension au sein d'Israël. Et Donald Trump s'est rendu compte, en tout cas par les propos qu'il a tenus dans les pays du Golfe, il a manifesté qu'il a réalisé que la question palestinienne structure l'ensemble de l'équation régionale. Et il adopte donc contre l'axe Russie, Iran, Chine, une stratégie indirecte. Il a levé des sanctions contre la Syrie, officiellement pour des raisons humanitaires. En fait, c'est pour isoler l'Iran, ouvrir des marchés et ramener les alliés du Golfe dans le giron américain. Et donc, Donald Trump leur propose une vision qui est la sienne, hein, typique de businessman gagnant-gagnant, croissance de l'industrie de défense, réduction de l'inflation via la stabilisation énergétique, et nouveaux débouchés pour les secteurs technologiques. Ça, c'est le bonus pour les États-Unis de son déplacement dans le Golfe. Pour les États du Golfe, eh bien, respect de leur souveraineté culturelle, stabilité garantie sans tutelle occidentale, et réaffirmation de leur place dans un monde multipolaire. Donc un vrai reset de la part de Donald Trump, et un vrai plus pour la géopolitique américaine, qui ne reprend pas dans cette région sur la Russie, qui avait très largement avancé à l'époque de Joe Biden. Voilà, donc c'est une réinvention complète du leadership mondial américain. Trump, par ce biais-là, rétablit l'influence américaine, moi je pense de manière intelligente, plutôt que de faire comme jusqu'à maintenant, par des guerres qui n'ont fait que déstabiliser l'influence américaine, et donc sans recourir à la guerre. Et il redéfinit la puissance qui va dans une logique BRICS: commerce, respect des souverainetés et des alliances flexibles en fonction des événements géopolitiques. Voilà, c'est une rupture complète, en fait, avec le globalisme qui était toujours défendu par Joe Biden, et l'unipolarité défendue par les néoconservateurs. C'est un moment réellement révolutionnaire dans la géopolitique américaine, mais encore une fois, qui provoque énormément de tensions au sein des États-Unis et avec les autres pays européens. Voilà pour la partie internationale de l'œil de Kousma. Cette fois-ci, ce sera en 2 épisodes, parce que sinon ce sera trop long, et j'aborderai les questions françaises dans un épisode prime de cet œil de Kousma. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter. On a besoin pour savoir ce qu'on peut améliorer. Bien évidemment, si vous pouvez, partager, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre fil Telegram, sur notre réseau social TikTok. Ça nous aide énormément. Enfin, pour ceux qui le peuvent, n'oubliez pas, juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien vers la journée du 29 mai, où j'espère que je pourrai rencontrer certains d'entre vous.
À très bientôt pour le 29 mai et à très très vite pour la deuxième partie de l'œil de Kousma.